avion. C'est ce que je vais faire. Je ne sais pas si je vais le faire ou pas. C'est ce que je ne sais pas si je vais le faire ou pas. L'Europe est prête pour une guerre avec la Russie. Ce n'est pas une guerre que l'Europe souhaite. Si la Russie persiste à engager ce qu'elle ne peut se permettre, l'Europe est prête. Cette détermination est une réponse directe à la propagande désespérée de Vladimir Poutine. Tout récemment, Vladimir Poutine s'est mis à jouer au commandant, allant de bunker en bunker, faisant semblant d'être sur la ligne de front. Eh bien, le secrétaire général de l'OTAN n'a pas tardé à souligner l'hypocrisie de cette mise en scène, frappant Vladimir Poutine là où ça lui fait le plus mal, son petit ego. La comparaison est sévère. Pendant ce temps, Vladimir Poutine, n'ayant jamais servi, se cache et fait semblant. Des milliers de Russes meurent chaque semaine. Pire encore, alors que les responsables russes déclarent publiquement vouloir vaincre l'Europe et sauver les valeurs occidentales, ces responsables et commandants militaires font discrètement partir leurs familles vivre en sécurité en Occident. C'est le signe le plus clair à ce jour que l'élite russe ne croit pas en sa propre rhétorique. Ils pillent le pays et volent l'avenir du peuple russe. Alors commençons depuis le début. Il y a une semaine, le 2 décembre, Poutine diffusait sa propagande. En faisant semblant d'être un soldat, il affirmait que l'armée russe gagne sur la ligne de front et qu'elle gagne parce qu'il est le commandant en chef. Pour prouver ce point, il s'est déguisé en soldat. Le secrétaire général de l'OTAN a dénoncé l'hypocrisie dans cette vidéo de propagande. Et Vladimir Poutine était furieux après cela, parce que les commentaires ont visé directement là où ça lui fait le plus mal, son petit ego. Alors écoutez ce qu'a dit le général de l'OTAN. Les images du président Vladimir Poutine déguisé en soldat, loin de la ligne de front. Vraiment, des images vraiment terribles. Et savoir qu'il est responsable de 20 000 morts chaque mois de son côté. Nous devons arrêter ce broyeur de viande. Et c'est pourquoi je soutiens pleinement les efforts américains pour mettre fin à la guerre. Il est difficile de prédire si nous réussirons. Je vous assure que tous, côté ukrainien, l'OTAN et sous direction américaine, essaient d'y parvenir car nous voulons que cela se termine. Mais au final, il faut être deux pour danser le tango, donc nous avons aussi besoin des Russes pour danser le tango. Ceci est actuellement testé, donc il est difficile de le prévoir. Comparez cela au président Zelensky, qui vient d'aller sur la ligne de front, a rencontré les soldats ukrainiens et a enregistré une vidéo publique à l'air libre. Ainsi, les gens voient qu'il ne se cache pas dans un bunker en prétendant être au front. Il est présent sur place, soutient ses soldats et le leur montre. Le gouvernement fait tout son possible pour apporter une paix durable aux Ukrainiens. Comme si ce n'était pas assez gênant, beaucoup ont vite fait remarquer que Poutine porte l'uniforme militaire. Pendant tout ce temps, il n'a en réalité jamais servi un seul jour dans l'armée russe. Il veut juste se déguiser en soldat tout en tuant des milliers et des milliers de Russes chaque semaine. En plus de cela, n'oublions pas que les vrais dirigeants, les vrais commandants et généraux se soucient réellement de leurs soldats et veulent pour vraiment protéger leur vie. Poutine, en revanche, les envoie simplement en première ligne, comme de la chair à canon. Les Russes d'Andrekelis n'entraînent même pas leur nouvelle recrue, parce que selon la logique russe, la recrue va mourir de toute façon. Alors, à quoi bon dépenser de l'argent pour l'entraîner s'il va mourir en seulement 7 jours ? Et c'est pourquoi Poutine soutient qu'il ne vaut pas la peine d'investir de l'argent dans les nouvelles recrues si elles ne vont pas survivre en première ligne. Les chiffres des pertes venant de Russie sont difficiles à comprendre, même pour les généraux qui ont connu de vraies guerres. C'est un sujet dont j'ai parlé récemment avec le général David Petraeus, lorsqu'il était sur notre podcast il y a seulement 2 mois. Alors écoutez comment il voit tout cela. Mais je pense encore une fois que c'est de la posture, et il y a aussi de la posture sur le champ de bataille. La Russie essaie de grappiller des gains supplémentaires sur le champ de bataille. Ils ont obtenu des gains progressifs à un coût très très élevé. Ils ont déjà perdu plus d'1 million de soldats tués et blessés dans cette phase particulière de la guerre depuis 2022, gros. Et 50 000 d'entre eux ont été si gravement blessés ou tués qu'ils n'ont pas pu retourner sur le front. C'est difficile à comprendre pour quelqu'un ayant mené 2 guerres et écrit des lettres de condoléances aux parents américains. Pratiquement chaque nuit pendant tous les commandements que j'ai eus dans les zones de guerre. Pourtant, ils continuent sur le champ de bataille à avancer. Et malgré plus d'1 million de pertes, la Russie veut continuer à entretenir la rhétorique de la guerre chaque semaine.
Il y a quelques jours, un responsable russe a affirmé que la Russie ne mettrait fin à la guerre qu'après avoir vaincu l'Europe. Ce n'est pas seulement une guerre contre l'Ukraine, mais contre l'ensemble de l'Europe. Au mieux, la situation pourrait se stabiliser un temps, car l'Europe commencera à s'effondrer et redevenir ce qu'elle a toujours été. Petite fille, une décharge de nations qui se battent entre elles, exportant la guerre, le colonialisme et le racisme. Ah, les guerres et le racisme étaient là avant. Le havre de paix que nous pensions à tort qu'elle était autrefois. Quel genre de joueur est bon ou mauvais? Nous entendons sans cesse cette rhétorique de l'élite et des responsables russes. Même Vladimir Poutine lui-même, le mois dernier, a prononcé un discours dans lequel il parlait de l'Europe comme d'une civilisation en déclin. Il ne respecte ni la religion, ni les valeurs occidentales. Ainsi, d'après le Kremlin, de nombreux Européens souhaitent quitter l'Occident pour la Russie, car elle serait le dernier défenseur des valeurs occidentales. Vous voyez, Poutine a récemment lancé ce programme de visa appelé le programme de visa des valeurs partagées. Toute personne en Occident, Europe, États-Unis ou Canada peut utiliser ce visa pour demander à vivre en Russie. Eh bien, devinez quoi? D'après de nouvelles données du Kremlin, tout le monde l'utilise. Presque tout l'Occident veut aller en Russie. Et quand on regarde les chiffres, il semble que 150 personnes aient déjà postulé à ce programme. Un nombre vraiment ahurissant. Je me demande comment l'Europe survivra si tant partent en Russie. Environ 1 million de Russes ont quitté le pays depuis le début de la guerre de Poutine. Mais je suis sûr que ces millions de Russes étaient moins précieux que les 150 personnes qui déménagent actuellement en Russie. Donc Poutine va compenser cela. Et puisque nous parlons autant de l'Europe, laissez-moi vous montrer ceci à nouveau. Les responsables russes ne sont peut-être pas fans de l'Europe, mais il semble qu'ils adorent envoyer leurs familles les vivre dans des pays européens. Et cela continue encore en 2025. Un commandant russe, qui menace publiquement l'Ukraine et l'Europe, a pourtant ses filles, qui voyagent et vivent en sécurité à travers l'Europe, protégées par l'OTAN. Regardez cet extrait. Nous comprenons la complexité de la situation militaire et politique. Ah, papa. Maman, Ouais. un peu plus haut. Et la période historique actuelle. Maman, Maman, Nous sommes sur Stromboli. Comme il y a plus de 80 ans, le nazisme reprend de la vigueur et tente de dominer le monde. maman, nous sommes à Tenerife. Nous ne le permettrons pas. nous sommes une petite fête. Nous donnerons une réplique à tout adversaire. Maman, nous sommes Tenerife. Nous ferons preuve de résilience. Papa, maman. Nous sommes le courage et l'héroïsme de Paris. Papa, Maman, nous sommes le courage de Disneyland. Maman, nous sommes à Florence. Et l'héroïsme, maman, nous y sommes maintenant. Selon son site web, elle est vidéaste de voyage. Donc c'est pour ça qu'elle doit aller en Europe pour continuer son activité. Je pense que la Russie manque de sites touristiques intéressants, ce qui explique pourquoi les Russes ne veulent pas voyager dans leur pays. Mais de toute façon, si on regarde de plus près ses finances, elle affirme elle-même qu'à chaque voyage, chaque fois qu'elle va en Europe, elle dépense environ 1 million de roubles, ce qui équivaut à peu près à 110 000 $. Et rien que cette année, elle a fait plusieurs voyages. Maintenant, je me demande comment une commandante russe peut obtenir autant d'argent. Il y a peut-être une leçon à en tirer. Si quelqu'un veut devenir milliardaire ici, le chemin le plus facile, c'est simplement de devenir politicien russe. Mais en plus de ça, la vraie question ici devrait être, comment obtient-elle un visa pour entrer dans les pays européens ? Surtout quand on considère qu'elle dépense l'argent de son père, alors que son père tue des enfants ukrainiens et mène cette guerre pour Poutine. Les pays européens ne devraient-ils pas renforcer les contrôles et la sécurité pour éviter l'entrée de telles personnes ? Et en plus de cela, rappelons-nous que la raison pour laquelle nous avons tant de sanctions contre la Russie, c'est parce que nous voulons mettre la pression sur l'économie russe, et sur l'élite russe, pour qu'il force Poutine à arrêter cette guerre. Si on suit cette logique, ne devrait-on pas cesser d'accorder des visas à toute personne liée à la machine de guerre russe ?
En fait, comme l'ancien champion d'échecs Garry Kasparov, toute personne qui ne dénonce pas cette guerre menée par Poutine. Il ne devrait pas entrer dans un pays occidental. C'est le moyen le plus simple pour aider ceux qui veulent quitter la Russie, car ils ne soutiennent pas la guerre à partir. Mais tous ceux qui soutiennent cette guerre, eh bien restez en Russie si vous aimez tant la Russie. Et en plus de tout cela, je pense que les élites russes vont commencer à s'inquiéter sérieusement de cette guerre si elles ne peuvent plus aller dans leur maison de vacances au lac de Côme. Je souhaite maintenant vous montrer un extrait de Boris Johnson, ancien Premier ministre britannique. Il a prononcé ce matin, le 11 décembre, un discours sur les moyens d'arrêter la guerre et sur la façon de montrer à Poutine que l'Occident peut affronter la Russie. Quelle sorte de pression exerçons-nous réellement sur Vladimir Poutine en ce moment ? Quel message reçoit-il de ses négociateurs ? Cessez le feu, Poutine, cessez le feu, sinon nous partons, cessez le feu, sinon nous abandonnons les Ukrainiens. La seule chance de mettre fin à cette guerre, c'est que nous mettions tous la pression sur Poutine. Et c'est mon message principal. Ça ne sert à rien que nous, Européens, blâmions seulement les Américains, alors que l'Europe continue d'acheter du gaz russe et verse environ 1 milliard de dollars par mois directement dans la machine de guerre de Poutine. Et ça ne sert à rien. Nous, assis ici dans la belle ville de Bergen, à nous plaindre du document qui est sorti vendredi. Nous offrons toute la carotte à Poutine et tout le bâton à l'Ukraine, alors que ça devrait être l'inverse. Si nous sommes forts maintenant, nous pouvons mettre fin à la guerre avec l'Ukraine, en laissant l'Ukraine rester un pays libre et indépendant. Mais si nous sommes faibles, alors l'Ukraine devient un satellite tragique et brutalisé de la culture et de la langue de Moscou, systématiquement opprimé. Et nous donnons le feu vert au banditisme et à l'agression dans le monde entier, des États baltes jusqu'à Taïwan. Si tel est le résultat, ce sera la pire défaite des États-Unis depuis le Vietnam, sans même parler de l'Afghanistan. Nous souhaitons maintenant porter notre attention sur une importante réunion, tenue à Londres, il y a 3 jours, le 8 décembre. La réunion a réuni Zelensky, le Premier ministre britannique, le président français et le chancelier allemand. Le but de la réunion était de formuler une réponse européenne aux négociations en cours entre les États-Unis, la Russie et l'Ukraine dans ces discussions. Il semble que les États-Unis insistent pour que l'Ukraine abandonne le contrôle du Donbass afin que toute négociation de paix puisse aboutir. Or, il s'agit d'un territoire que la Russie n'a pas réussi à capturer depuis 14 ans ou depuis 11 ans. Ils ont essayé à plusieurs reprises. La Russie a échoué principalement à cause de villes appelées la ceinture des forteresses. Elle possède d'excellentes lignes de défense nationale, et l'Ukraine a aussi beaucoup investi pour en construire davantage. Les forces russes ne peuvent plus entrer facilement et contrôler des villes comme à l'est de l'Ukraine. Mais Poutine affirme que s'il n'obtient pas de négociations sur le Donbass, il va simplement le prendre militairement. Maintenant, il peut essayer. Comme je l'ai dit, il essaye déjà depuis 11 ans. Et s'il veut réussir, il devra peut-être sacrifier encore des millions et des millions de vies russes. C'est pourquoi, pour moi, il est insensé d'abandonner cela sans rien obtenir de la Russie. Parce que, peu importe ce que dit Poutine, l'économie russe et la société russe souffrent vraiment dans cette guerre, surtout en 2025. Cela ne veut pas dire que les Ukrainiens ne souffrent pas, eux aussi. Mais il semble que les États-Unis font simplement semblant que la Russie est dans une position bien plus forte qu'elle ne l'est réellement. D'un point de vue économique, examinons simplement les données publiées ce mois-ci. Novembre a été le pire mois pour la Russie en termes d'exportation de pétrole depuis le début de la guerre. Ceci est dû aux sanctions américaines et ukrainiennes, c'est-à-dire les attaques de drones contre les raffineries russes, les pétroliers russes, et bien sûr les ports russes et toutes les autres infrastructures dont la Russie a besoin pour mener ses activités pétrolières. Et à cause de tout cela, la Russie offre maintenant des rabais de plus en plus importants à des acheteurs comme l'Inde et la Chine, qui achètent du pétrole russe. Cela signifie que, même si les exportations russes baissent, la Russie gagne aussi moins par baril exporté. En combinant ces deux éléments, l'économie n'est clairement pas en bonne situation. Et cela, sans compter les pertes que la Russie subit sur le front et dans ses villes. Certaines sont déjà proches de la faillite à cause de nombreux prêts et de l'absence de soutien du gouvernement fédéral ou du Kremlin, d'où l'importance de ne pas céder lors des négociations de paix. C'est pourquoi la récente réunion européenne à Londres était très importante. Voici la déclaration publiée ensuite.
Écoutez ceci. Cette discussion, et merci Vladimir d'être avec nous, avec Frédéric. Je pense que nous soutenons tous l'Ukraine et nous soutenons tous la paix et les négociations de paix pour parvenir à une paix durable et solide. Et je pense que nous avons beaucoup de cartes en main. Le financement et la fourniture d'équipements et de principaux détenteurs à l'Ukraine. Le fait que l'Ukraine résiste dans cette guerre et que l'économie russe commence à souffrir, surtout après nos dernières sanctions et celles des États-Unis. Et maintenant, je pense que la question principale est une convergence entre nos positions communes, européens, ukrainiens et américains, pour finaliser ces négociations de paix. Et rétablir une nouvelle confiance dans les meilleures conditions possibles pour l'Ukraine, pour les Européens et pour notre sécurité collective. Merci. Merci, Premier ministre Pierre Scanov, de nous accueillir ici au 10 Downing Street à Londres, aujourd'hui. J'apprécie énormément que nous ayons l'occasion de vous voir, Volodymyr, avec Emmanuel, et de parler des jours à venir, parce que cela pourrait être un moment décisif pour nous tous. Donc, comme vous le savez, nous essayons de continuer notre soutien à l'Ukraine. D'un autre côté, nous voyons ces discussions et négociations à Moscou, ainsi qu'aux États-Unis. J'ai hâte d'entendre de votre part quel pourrait être le résultat de ces discussions. Et nous continuons et restons fermement derrière l'Ukraine en apportant notre soutien à votre pays. Parce que nous savons tous que le destin de ce pays est le destin de l'Europe. C'est donc la raison pour laquelle nous sommes ici, en train d'essayer de voir ce que nous pouvons faire, et personne ne devrait douter de notre soutien à l'Ukraine. Et c'est ce que nous soutenons fermement, et l'issue reste ouverte. Vous êtes. Je suis sceptique concernant certains détails que nous voyons dans les documents venant des États-Unis, mais nous devons en parler. Nous sommes ici pour cela. Merci de votre invitation. Merci à tous, vraiment merci. Maintenant... C'est tout pour vous. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur s'abonner ci-dessous. Nous essayons d'atteindre 2 millions d'abonnés avant la fin du mois, donc en gros avant la fin de l'année. Et il nous manque seulement environ 3000 personnes, donc voilà. Je m'appelle Sam, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ces derniers mois, la machine de propagande russe nous harcèle en ligne. Ils essaient de nous faire bannir de YouTube. Leurs bots russes continuent de nous attaquer sur Twitter. Et ils signalent nos vidéos qu'ils ne veulent pas que les autres voient. Mais nous n'abandonnerons pas parce que nous croyons vraiment au pouvoir du journalisme indépendant. Nous savons tous pourquoi ils essaient de nous arrêter. C'est parce qu'ils ont peur que nous vous apportions la vérité sur ce qui se passe en Ukraine. Ils ont peur parce que nous essayons de voir à travers leurs mensonges. Eh bien, aujourd'hui, nous voulons les effrayer encore plus. Récemment, nous avons lancé notre nouvelle plateforme, Basics Insider. Sur cette plateforme, nous diffusons des vidéos exclusives et dialoguons avec des experts, dont des généraux américains, Navy Seals et auteurs à succès. Nous analysons également les dernières actualités provenant du front Russie-Ukraine et du monde entier. Regardez tout cela via le premier lien en description ou en scannant le QR code à l'écran. Rendez-vous aussi sur basicsinsider.com. Votre soutien compte beaucoup pour nous à Business Basics.